Vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, une émission spéciale consacrée au Brexit. Car voilà, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, le divorce est annoncé. Comment l'Europe en est-elle arrivée là ? Comment le Royaume-Uni en est-il arrivé là ? Va-t-il imploser ? L'Écosse et l'Irlande du Nord vont-ils préférer Bruxelles à Londres ? Les Britanniques semblent assommés. Le vote a-t-il été plus émotionnel que rationnel ? L'Union européenne annonce que le divorce ne se fera pas à l'amiable. Quelle en sera la mise en œuvre ? Un tabou est-il tombé ? Qu'ont en commun les 500 millions de citoyens européens ? Et si le Brexit était l'occasion de repartir sur de nouvelles bases, car question fondamentale, qu'est devenue l'idée européenne ? Et pour répondre à ces très nombreuses questions qui se posent aujourd'hui, voici nos kiosqueurs. Ariane Bonzon, journaliste française, indépendante, chroniqueuse pour le magazine en ligne Slate.fr. Vous travaillez notamment sur le Proche-Orient, où vous avez été correspondante pendant 20 ans, et sur la Turquie, pays aux portes de l'Europe. Philippe Turle, journaliste anglais à RFI, Radio France Internationale, correspondant à Paris pour plusieurs médias britanniques. Vous enseignez également le journalisme bilingue à la Sorbonne. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, auparavant en poste à Bruxelles notamment. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nevicata. Vous étiez à Londres cette semaine. Et puis Nicolas Willems, rédacteur en chef adjoint au service Europe et international de la télévision publique belge, la RTBF, après des collaborations pour Radio France et Radio-Canada. Merci à vous quatre d'être en plateau ici pour analyser ce qui a été le choc de la semaine dans l'actualité, cette sortie annoncée du Royaume-Uni de l'Union européenne. Première chose, est-ce que vous avez été surpris ? Philippe, peut-être. Honneur à l'anglais autour de la table. Oui, j'étais surpris. On m'a posé la question, est-ce que le journaliste que vous êtes et le Britannique que vous êtes sont tous les deux surpris de la même manière ? Je dirais que le journaliste que je suis essaie d'analyser la situation pour savoir pourquoi les Britanniques sont arrivés jusqu'à là, pourquoi ils ont voté ainsi. Et le Britannique que je suis est complètement effondré, complètement déprimé, et je suis en état de choc suite à cette annonce parce que je redoutais, mais j'espérais jusqu'au bout que les Britanniques allaient voter pour le maintien de leur pays dans l'Union européenne. Bon, on va analyser ce qui se passe avec ce Brexit. Peut-être qu'on va arriver à vous remonter un petit peu le moral. Je me tourne vers vous, Richard, vous l'aviez anticipé ? Non, au regard des indicateurs, il paraissait évident que le Remain allait l'emporter de justesse. Les indicateurs, c'était à la fois les sondages, les bookies même. Donc je suis revenu de Londres mercredi en pensant que d'une courte marge, les partisans du maintien allaient l'emporter. Mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que l'état de la colère qu'on pouvait sentir en Angleterre, généralisé, la défiance généralisée, le ton de la campagne, on voyait bien que tout cela avait charrié des sentiments extrêmement négatifs à l'égard de l'Union européenne. Et finalement, la caisse de résonance du référendum s'est avérée plus forte qu'on pouvait le penser pour les partisans du Brexit. Comment est-on arrivé là ? En tout cas, c'est un choc. C'est vrai que beaucoup de gens se sont réveillés le matin avec ce choc, alors que la veille, ils s'étaient couchés en se disant « bon, les chiffres sont bons, les premiers sondages montrent que c'est plutôt rassurant ». Nigel Farage avait même reconnu sa défaite sur Twitter. Et le lendemain matin, voilà, on voit ces résultats. On a eu une campagne de peur. Et c'est vrai que c'est là-dessus, à mon avis, que certaines choses se sont faites. L'un des facteurs aussi, c'est que ceux qui étaient pour le Remain, pour le Bremain, se sont peut-être moins mobilisés que prévu. Et on arrive à un Brexit par accident, comme le disent certains. Ariane, le Royaume-Uni n'utilise pas l'euro, ni pas dans Schengen, l'accord de libre circulation entre les pays membres. Finalement, c'est les Britanniques qui avaient le moins de raisons de quitter l'Union européenne. Pourtant, ce sont eux qui partent. Alors, comment on en est arrivé là ? Comment vous l'expliquez, vous ? Ils avaient un statut très, très particulier, effectivement. Ce qui est très intéressant, quand j'ai suivi tout ça, je me suis beaucoup rappelé Michel Rocard, avec qui j'ai écrit un livre justement sur l'Union européenne, et qui m'avait dit, vous savez, la plus grande erreur qu'a faite l'Union européenne, c'est d'accepter l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Il était très anti-Grande-Bretagne. Il a dit « J'ai mis 30 ans pour me rendre compte que c'était une erreur parce que la Grande-Bretagne n'avait qu'un objectif, c'était de détruire, enfin de lutter contre l'intégration, contre l'Europe politique, contre une Europe fédérale. » Et selon lui, tous les problèmes d'aujourd'hui venaient à peu près de ce problème-là. Donc c'est vrai que la position de la Grande-Bretagne est vraiment très à part. Cela dit, paradoxalement, il y avait peu à peu une nouvelle solution, une nouvelle réflexion sur une Europe à plusieurs cercles qui était en train de naître. On va y revenir tout à l'heure. On va en revenir, mais
on pouvait voir une solution là où effectivement le statut particulier de la Grande-Bretagne aurait pu être conservé avec peut-être d'autres pays dans ce 2e ou 3e cercle. Avec Alors on va voir un petit peu plus tard dans l'émission si effectivement... Mais c'est paradoxal, c'était un moment où cette possibilité était évoquée depuis quelques années. Mais enfin, Et on va voir si peut-être ce moment-là est arrivé. On nous promettait une catastrophe avec le Brexit. Est-ce que cette catastrophe est arrivée? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'hystérie aussi à l'écoute de ce qui se dit depuis 3 jours? Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui commencer à réfléchir un petit peu à ce qui se passe et à être un petit peu plus posé? On est en tout cas en terrain connu parce que ce qui était mal expliqué aussi pendant la campagne, c'est que si le Brexit passait, c'était la catastrophe. Non, le Royaume-Uni est encore membre de l'Union européenne. Maintenant, ce qui va se passer, et on va le dire pendant l'émission, c'est ça qui va être intéressant. C'est la manière dont ce divorce va être géré. Est-ce qu'il sera douloureux? Est-ce qu'il sera à l'amiable? Et là, je pense qu'en effet, il faudrait être attentif. Ce que je regrette dans ce Brexit, dans ce référendum, c'est pour moi, tout cela a été basé sur 2 choses. D'abord, une querelle entre 2 hommes politiques. D'un côté, David Cameron, le Premier ministre britannique, et de l'autre, Nigel Farage, le patron de UKIP, qui n'est même pas élu. Il y a un député UKIP dans la Chambre des communes. Le UK Independence Party, UKIP, qui a qu'une seule plateforme, c'est le départ du Royaume-Uni. Alors, si on remonte le temps, en 2013, Cameron a annoncé un jour ce référendum pour essayer de faire revenir ou d'empêcher de partir certains membres de son propre parti qui sont des eurosceptiques. Il y a toujours eu des frondeurs dans le Parti conservateur, même à l'époque de Margaret Thatcher, qui était anti-européen, alors qu'elle l'était. Donc Cameron a dit, moi j'en ai marre, j'ai peur que ces personnes vont partir chez UKIP qui voient un bond dans les sondages, donc j'annonce un référendum pour mettre fin à cela tout de suite. Personne n'a jamais cru qu'il allait aller jusqu'au bout. Je pense que même lui ne le pensait pas. Et de toute manière, il a promis pendant son mandat qu'il ne le ferait pas tant qu'il ne soit pas réélu en 2015. Et en 2015, il n'était pas favori dans les sondages. Et encore une fois, les sondages britanniques se sont trompés, comme ils ont fait pour le Brexit à la dernière minute. Et il était réélu. Donc, il était obligé de faire ce référendum. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui, après ce querelle domestique, avec une situation qui affecte non pas seulement la Grande-Bretagne, mais qui a des répercussions partout en Europe. Et pour moi, ce référendum est basé sur des mensonges, sur beaucoup de choses, et principalement sur l'économie et sur la question migratoire. Et malheureusement, maintenant que le vote a eu lieu, il faut que les Britanniques fassent avec le résultat. Et déjà, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, mais on nous a menti. Je vous propose qu'on s'intéresse directement, qu'on commence à voir quelles sont les conséquences. Toute première conséquence, le Royaume-Uni. Cette question, le Royaume-Uni est-il désuni définitivement aujourd'hui? L'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté pour rester dans l'Union européenne, respectivement à 56 et 62%, se séparer de Londres plutôt que de Bruxelles. L'option est sur la table. Nous devons tous penser à notre île. C'est tellement important. Nous sommes un si petit territoire, ces décisions touchent tout le monde ici. Un second référendum d'indépendance est clairement une option qui doit être mise sur la table et qui est sur la table. Le Premier ministre britannique n'a aucun mandat pour négocier, parler ou pour gérer les choses avec la Commission européenne ou avec qui que ce soit au nom du peuple qui vit ici. Nous cherchons à entrer immédiatement en discussion avec les institutions européennes et avec les autres États membres de l'Union pour explorer toutes les options possibles pour protéger la place de l'Écosse dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni va-t-il imploser? Question que tout le monde se pose aujourd'hui. Richard? Moi, je n'y crois pas. Peut-être à tort, mais je ne pense que là, on est dans l'après-Brexit. Il y a aussi sans doute de la part à la fois des Écossais et des Irlandais une part de surenchère parce qu'ils veulent obtenir des choses d'une part de l'Union européenne, d'autre part de Londres. J'ai quand même du mal, peut-être simplement parce qu'on a l'histoire en tête, à penser que l'Écosse ou l'Irlande du Nord voudraient se séparer de l'Angleterre. Mais c'est possible. D'ailleurs, les responsables de ces 2 entités le disent. Par contre, je reviendrai juste à ce que vous disiez avant, c'est-à-dire la catastrophe. Moi, je pense que c'est évidemment une catastrophe pour les partisans du maintien au Royaume-Uni, parce que pour eux, le monde s'écroule, clairement. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'Union européenne? J'en suis pas sûr, et ce dont je suis sûr, c'est que dire que c'est une catastrophe, c'est le plus mauvais service à rendre à l'Union européenne. C'est parce que si l'Union européenne de 27 pays n'est pas capable d'affronter
et de sortir de cette crise née de la scission avec le Royaume-Uni, alors on peut s'interroger véritablement sur la solidité de ces structures. Donc non, ce n'est pas une catastrophe pour l'Union européenne, c'est un choc qu'il va falloir affronter. Oui, c'est une catastrophe pour les Britanniques qui voulaient rester dans l'Union. Philippe ? J'aimerais bien être aussi optimiste avec vous concernant l'avenir de la Grande-Bretagne. Tout dépend maintenant sur qu'est-ce qui arrive pendant le divorce. Qu'est-ce que la Grande-Bretagne peut négocier? Comment l'Union européenne va réagir? Est-ce que ça va être un divorce rapide? Est-ce que c'est un divorce long? Déjà, on n'est pas très sûr comment ça va s'organiser. Mais déjà, d'un point de vue intérieur, qui va conduire ces négociations? Voilà. Puisque David Cameron a annoncé sa démission pendant 3 mois. L'Union européenne lui demande d'aller plus vite. Oui. Qui va s'en occuper? Alors, donc, bon... Il y a une crise politique aujourd'hui. Il y a une crise politique, non pas seulement en Angleterre à droite, et dans l'ensemble du Royaume-Uni. Mais partout, non pas seulement à droite avec le Parti conservateur. Cameron s'en va. Très bien, qui va prendre sa place? Peut-être Boris Johnson. Mais Boris Johnson, lui, je pense, c'est une posture politique qu'il n'a jamais voulu vraiment que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Il pensait que le résultat allait être anti-Brexit, mais avec une petite majorité en faveur du maintien qui le mettrait dans une posture de reprendre en main le Parti conservateur pour devenir Premier ministre. Maintenant, il risque de devenir Premier ministre et je pense qu'il n'est pas vraiment partisan du départ, même si c'est ce qu'il a dit. Sur la gauche, Jeremy Corbyn est très affaibli, il va probablement être poussé à la sortie. En ce qui concerne l'Écosse, je pense que si la Grande-Bretagne ne négocie pas une sortie à l'amiable avec pas mal de faveurs de l'Union européenne, l'Écosse va demander une nouvelle référendum. Déjà, Nicola Sturgeon, qu'on a vu tout à l'heure, a fait comprendre aujourd'hui qu'elle n'accepterait pas que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Donc on peut y arriver que l'Écosse demande son indépendance par référendum, et je pense que cette fois-ci, elle l'aura. Et dans ce cas-là, c'est le début du démantèlement du Royaume-Uni. Quand je vous écoute, je me dis, mais c'est quand même des apprentis sorciers, quoi. Cameron c'est exactement cela. C'est ça qui est apparu. Et au moins, si ça pouvait nous faire un petit peu réfléchir, parce qu'on a malheureusement des leaders dans d'autres pays d'Europe qui jouent aussi comme ça, des petites combines au court terme. Et voilà, le résultat est quand même assez... Qu'est-ce que je peux obtenir, moi ? Comment je peux préserver ma carrière politique? Comment je peux progresser, moi, en jouant avec le feu dans mon propre pays, au risque de causer des gros dégâts dans mon pays et aussi en Europe. Et pas seulement en France, en Grande-Bretagne. Le problème de Cameron, c'est vraiment l'homme politique à la petite semaine qui pense à sa carrière, qui pense pas plus loin que le bout de son nez. Et donc, il y a un véritable problème. Là, la catastrophe, c'est vrai qu'on peut parler de catastrophe. Et pour revenir au Royaume-Uni, on pourrait dire Royaume-Uni, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que du côté écossais, il va y avoir certainement une volonté de se séparer. Moi, je suis surtout très inquiet par rapport à la situation de l'Irlande du Nord. Et on oublie de le souligner parce que le Good Friday Agreement de 98, de 98, était aussi facilité par l'Europe. Le fait de remettre en place une frontière entre la partie Nord et la République d'Irlande, ça risque de polariser de nouveau les tensions communautaires entre protestants et catholiques. Ça risque de relancer les volontés nationalistes du Sinn Féin. Et là, on est tout de même dans un conflit qui est en cours de résolution, mais qui est toujours prêt à exploser. Richard. Oui, on a bien décrit le cynisme, et on le sentait, moi je le sentais quand j'étais à Londres, le cynisme absolu de quelqu'un comme Boris Johnson, effectivement. Mais quand même, ce référendum, il était gagnable. Il était possible de le gagner. La meilleure preuve, c'est que les sondages disaient qu'il allait être gagné. Donc pourquoi il ne l'a pas été? Il faut quand même s'interroger. On peut bien sûr dire que les politiciens sont des apprentis sorciers, et dans ce cas précis, ils le sont. Mais pourquoi il n'a pas été gagné? Pourquoi Cameron et il n'était pas seul quand même, et ceux qui défendaient le maintien dans l'Union européenne n'ont pas obtenu gain de cause? Eh bien parce qu'ils n'y croyaient pas. Corbyn n'y croyait pas, Cameron n'y croyait pas. Donc on demande aux électeurs de voter pour le maintien, alors que les leaders supposés incarner ce maintien n'y croyaient pas vraiment. Je vais vous dire aussi que Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste, n'a jamais voulu faire front commun avec David Cameron. Voilà. Sauf une fois, après le meurtre de ce pauvre femme politique travailliste Joe Cox, il y a une semaine et demie, où ils sont allés ensemble rendre hommage à elle dans sa ville du nord de l'Angleterre. Mais à part ça, il a toujours refusé. Voilà. Donc, David Cameron s'est trouvé isolé
avec Corbyn, et on n'a jamais su vraiment s'il soutenait ou pas l'anti-Brexit, parce qu'il était connu pour ses postures anti-européennes depuis des années. Et donc, évidemment, Cameron a mené front presque seul contre une partie en face, UKIP et Boris Johnson, qui ont trouvé une combine qui est l'immigration. Pourquoi je disais ça? C'est parce que la pire des choses serait de penser qu'un référendum sur l'Europe ne peut pas être gagné. Un référendum sur l'Europe peut être gagné. Dans un pays comme la Suisse, par exemple, qui n'est pas membre de l'Union européenne, il y en a eu de gagnés. Mais il faut que ceux qui fassent campagne veulent vraiment gagner et aient les arguments à la hauteur. Et qu'ils aient un narratif, c'est-à-dire quels étaient les arguments économiques. Jamais on n'a parlé, et c'est le gros problème, pas seulement en Grande-Bretagne, mais partout. On ne sait pas parler de l'Europe. Avant, c'était bon, effectivement, la paix, on se rappelle, enfin, c'est vraiment l'Europe de la paix, ça d'accord. Mais maintenant, c'est une autre histoire. Et on n'a rien entendu. Cameron, les seuls arguments, c'était des arguments économiques. Et résultat des courses, après 43 années d'un mariage houleux, le divorce a donc été décidé jeudi. Mais comme vous le savez, dans les histoires d'amour, les sentiments sont souvent contradictoires et difficiles à maîtriser au moment de se quitter. Faisons du 23 juin la date de notre indépendance. Nous sommes un pays fort, nous l'avons prouvé dans notre histoire. Nous sommes un pays très très fort et nous rétablirons la situation. Après ce vote pour sortir de l'Union européenne, il est vital d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de précipitation à avoir. Et comme l'a dit le Premier ministre, rien ne va changer sur le court terme. Si ce n'est que le travail va commencer pour savoir comment cela va affecter la population et comment extraire ce pays de ce système supranational. J'aimerais retourner au bureau de vote et voter pour rester, simplement parce que ce matin, la réalité nous rattrape. Et on regrette profondément d'avoir vraiment quitté l'Union européenne. Les 350 millions de livres envoyés chaque semaine à l'Union européenne et que nous n'en verrons plus. Pouvez-vous garantir qu'ils iront à la sécurité sociale? Non, je ne peux pas, je ne ferai jamais cette promesse. C'était l'une des erreurs qu'a commise le camp du Out et... Attendez, c'était l'un de vos arguments. Non, ça c'était l'argument massu pour le Out, que cet argent irait à la Sécu. C'était une erreur. Vous dites après que 17 millions de personnes ont voté pour le Out que c'était une erreur? Voilà, ça laisse un peu sans voix. Ça laisse un peu sans voix. Sur Internet, Google a enregistré des pics de recherche parfois assez surprenants aussi, 24 heures avant le vote. La question « Qu'est-ce que le Brexit ?» était parmi les plus populaires, donc ça c'est plutôt rassurant. Après la fermeture des bureaux de vote, l'angoisse semble avoir pris le dessus chez certains. Et la question était « Quelles seront les conséquences d'une sortie de l'Union européenne ?» On a envie de se demander aujourd'hui, évidemment sans faire de généralité, mais on s'interroge quand même un petit peu. Est-ce que les Britanniques ont compris sur quoi ils votaient? Philippe. Non, je ne pense pas. Je pense honnêtement que, comme disait Ariane tout à l'heure, il y a les arguments économiques qui étaient avancés avec des chiffres complètement invérifiables, parce que personne ne sait ce qui va se passer après, avec comme ce chiffre de 350 millions de livres envoyés toutes les semaines à Bruxelles, qui est complètement faux. Comme également l'idée qu'il allait y avoir une armée britannique, une armée européenne, et les Britanniques allaient être obligés de contribuer des soldats. C'est faux. Comme l'entrée immédiat de la Turquie dans l'Union européenne, que c'était pratiquement accompli, c'est juste une question de jours, c'est faux. Donc, toute la campagne pro-Brexit était basée pour une majeure partie sur des mensonges ou sur des chiffres invérifiables. Et du côté de David Cameron, lui, il disait, mais on est mieux à l'intérieur de l'Union européenne, mais les arguments qu'il avait étaient toujours mise à sac par la partie inverse. On disait, mais il raconte des mensonges. Donc en fait, une mauvaise campagne, c'est de la peur qui houleuse aussi. Il y a cette pétition en ligne qui réclame aujourd'hui un nouveau référendum. Ce dimanche, elle dépasse les 3 millions de signataires, 3 jours après le vote. Est-ce qu'on peut s'interroger sur la possibilité d'un nouveau référendum? On dirait que la campagne, en fait, a commencé maintenant. C'est ça qui est un peu inquiétant. C'est que les vraies questions, on se les pose maintenant. C'est quoi l'Europe? C'est quoi le Royaume-Uni à l'intérieur de l'Europe? On a tellement joué sur les peurs, mais des deux côtés. Et c'est vrai qu'on est avec des responsables
responsables politiques du côté du Remain qui n'étaient absolument pas convaincus ni convaincants et qui pensaient à leur carrière. Et c'est vrai que c'est assez amusant parce que tout le monde se réveille avec la gueule de bois aujourd'hui au Royaume-Uni en se disant mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que c'est possible de revenir en arrière ? Il y a 2 ans maintenant pour négocier ce divorce avec Bruxelles. Est-ce qu'on peut imaginer que dans ces 2 années de discussion, un référendum soit à nouveau organisé ? Alors, organiser un nouveau référendum, théoriquement, c'est possible, mais encore une fois, politiquement, je le vois mal. Il y aurait des questions de fierté aussi, de fierté nationale. Est-ce qu'une majorité de Britanniques serait prête à autoriser ou à permettre un nouveau référendum? Ça, je ne le sais pas. Mais juste pour revenir, Boris Johnson a dit la phrase qui explique le vote. Extraire le Royaume-Uni de ce système supranational. Qu'on le veuille ou non, c'est là-dessus et sur l'immigration que les Britanniques ont voté. C'est-à-dire sur cette idée que ce pays ne leur appartient plus, idée fausse, on est tout à fait d'accord, mais idée qui marche électoralement parlant, et sur l'immigration de masse. Et là, on en revient à toute cette ambiguïté. Une économie britannique qui a très largement profité de l'immigration des pays d'Europe de l'Est, mais maintenant, il y en a trop, on n'en veut plus, donc on ferme les portes. Voilà. Je pense qu'il n'y aura pas de référendum pour la simple fait que David Cameron, lui, a dit qu'il n'y en aura pas. Il va partir au plus tard au mois d'octobre et il sera remplacé probablement par quelqu'un qui était pro-Brexit, et je vois difficilement comment quelqu'un qui était pro-Brexit va dire finalement on s'est trompé, on va demander de nouveaux électeurs de venir voter dans un référendum. Donc le référendum est fait, maintenant il faut faire avec. Assumer. Alors entre le Royaume-Uni et l'Europe, ça a toujours été une histoire d'amour compliquée. Rappelez-vous, les fiançailles avaient déjà été agitées, la fiancée britannique ayant d'abord refusé l'union avant de changer d'avis et de faire à son tour sa demande. Alors on va réécouter maintenant un extrait de ce discours du général de Gaulle, chef de l'État français en 63. En 1963, il disait non à l'Angleterre dans l'Europe. C'était le Braintree. La nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Comment faire pour que l'Angleterre, telle qu'elle vit, telle qu'elle produit, telle qu'elle échange, soit incorporé au marché commun tel qu'il a été conçu et tel qu'il fonctionne. Alors, les noces eurent finalement lieu. La Grande-Bretagne est devenue membre de la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union européenne, en 1973, par 2 fois en 63 donc, et en 67. La France avait refusé cette adhésion. On part tout de suite à Bruxelles où nous attend Jean Quatremer, le correspondant pour le quotidien français Libération. C'est un spécialiste des questions européennes, auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. Bonjour Jean. Bonjour et désolé de ne pas être avec vous, mais bon, les impératifs du journal font que je suis coincé derrière ma machine. Oui, Bruxelles qui est décidément vraiment maintenant la capitale européenne, c'est bien d'y rester. On vient d'entendre le général de Gaulle qui prédisait en quelque sorte qu'un pays qui dicterait ses conditions ferait voler en éclats toute union. Est-ce qu'il avait raison ? Je crois que là, pour le coup, le général de Gaulle, qui avait d'autres motivations, parce que essentiellement, il voyait en la Grande-Bretagne, je dirais, la tête de pont des Américains, et donc le risque que la communauté économique européenne de l'époque devienne une sorte de communauté atlantique, ce que finalement elle est devenue, parce que les Français ayant voté non à la communauté européenne de défense en 1954, la France ayant mis l'OTAN en dehors du territoire français, finalement la défense est devenue une sorte de tabou européen, et nous sommes bien un des éléments, je dirais, de cette grande alliance atlantique. Mais c'est marrant parce qu'on cite toujours ce discours de 1963, et moi je trouve que celui de 1967, le second veto, en dit beaucoup plus de choses sur ce que pensait véritablement le général de Gaulle, et qui montre à quel point il avait bien vu ce qu'était la Grande-Bretagne. Je me permets de citer... Je vous en prie. Faire entrer l'Angleterre, ce serait donner d'avance notre consentement à tous les artifices, délais et faux-semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti au prix de tant de peine et au milieu de tant d'espoir. C'est juste génial quand on regarde ce qui vient de se passer. On va voir quelles sont les réactions à cet extrait que vous venez de citer autour de la table, Richard. Mais d'abord, est-ce que c'était une histoire d'amour ?
Je ne pense pas que c'était une histoire d'amour entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Et ce que Jean vient de citer, le discours de De Gaulle, le prouve. De Gaulle l'avait analysé, ça ne pouvait pas être une histoire d'amour. Donc c'est un mariage sans amour qui va se conclure par un divorce, espérons-le, sans passion. Mais là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a 30 ans qui sont passés entre-temps. Alors ce divorce, on va s'y intéresser. Le Royaume-Uni reste membre de l'Union européenne pendant encore 2 ans. Divorce acté, donc on l'a dit. L'article 50 du traité européen de Lisbonne lance un compte à rebours pour parvenir à un accord sur les modalités de cette séparation. Ce sera un divorce sans consentement mutuel. Il faut donc comprendre que ce ne sera pas un divorce à l'amiable. Je suis très triste. J'ai toujours voulu que les Britanniques restent membres de l'Union européenne. Maintenant, ils disent au revoir. C'est une mauvaise décision que les Britanniques regretteront un jour. Particulièrement les jeunes qui ont largement voté pour rester dans l'Union. Ce n'est vraiment pas un bon jour pour la Grande-Bretagne. Ce n'est vraiment pas un bon jour pour l'Europe. Mais nous devons aller de l'avant. C'est un moment historique, mais assurément pas un moment pour une réaction hystérique. Je veux rassurer tout le monde, nous sommes prêts à affronter ce type de scénario négatif. On va regarder la une du tabloïd Daily Mirror, anti-Brexit, qui nous dit ceci. Maintenant, que va-t-il donc, diable, pouvoir se passer ? Car pour valider la procédure de divorce, il faut maintenant aller chez le notaire pour en définir les modalités. Jean, je me tourne vers vous à Bruxelles. Quelle est l'ambiance là-bas ? Et qu'est-ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir ? Comment ces modalités vont s'écrire ? Il y a un cauchemar européen et qui semble être en train de se réaliser, c'est qu'au fond, la Grande-Bretagne ne demande jamais la sortie de l'Union européenne. Parce qu'il y a un problème constitutionnel énorme qui va se poser en Grande-Bretagne, c'est qui va déposer la demande. Alors, est-ce que c'est le Premier ministre actuel ? Il vient de dire non. Donc il faut attendre la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le futur Premier ministre devra-t-il être autorisé par son Parlement ? Ça ne va pas être simple, puisque 3/4 du Parlement est en faveur du maintien dans l'Union européenne. Donc donner un mandat pour la sortie au nom du respect d'une consultation qui, aux dernières nouvelles, reste quand même une consultation purement consultative, ça va poser un problème. Ensuite, faut-il l'accord des parlements régionaux, et notamment l'accord du Parlement écossais ? C'est pas clair, puisque l'Écosse va être impliquée dans une négociation de sortie. Donc, le risque est qu'en réalité, on se retrouve dans une situation entre deux, où on aura une Grande-Bretagne qui va essayer de régler ses problèmes constitutionnels internes, et une Union européenne qui va attendre désespérément que la Grande-Bretagne introduise sa demande devant le juge, et ça ne viendra peut-être jamais. Et on risque d'avoir une Union européenne qui va petit à petit être paralysée et s'enliser, au fond, le rêve des Brexiteurs. C'est-à-dire, on ne sort pas, on reste là, on est toujours présent, et on empêche les Européens de se relancer puisque nous sommes là. Richard ? Je ne suis pas sûr que ce soit le rêve des Brexiteurs. Ce que Jean décrit risque effectivement de se passer, mais il me semble que la carrière politique de Boris Johnson et celle de Nigel Farage est entièrement liée au fait qu'ils soient capables de dissocier le Royaume-Uni de l'Union européenne. S'ils n'en sont pas capables, en tout cas, la carrière politique de ces deux-là, à mon sens, elle est cramée. Je pense qu'il y aura un divorce. Pour moi, je ne vois pas comment la Grande-Bretagne peut faire marche arrière pour rester membre de l'Union européenne. C'est vrai que l'Écosse peut essayer de mettre les bâtons dans les roues. On a eu aujourd'hui même Nicola Sturgeon qui a dit qu'elle fera tout pour empêcher la Grande-Bretagne de sortir de l'Union européenne. Mais je ne sais pas, quand on regarde le pourcentage de votants en Angleterre même, qui compte à peu près pour 60% des votants par rapport à l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. C'est l'Angleterre qui a la majorité, la vote majoritaire. C'est vrai que ça va être difficile pour l'Écosse d'empêcher la sortie de la Grande-Bretagne. Reste à savoir si les politiques peuvent trouver un accord entre eux pour pouvoir y arriver. Nicolas ? C'est un peu un divorce où voilà, deux partenaires, l'un des deux décide de partir et finalement, voilà, celui qui reste voudrait que celui qui part vite. Sauf que c'est pas le cas. Et on se rend déjà compte que dans les négociations vont être difficiles. Est-ce qu'on peut imaginer que Bruxelles va faire payer le prix à Londres de ces décisions ? En tout cas, je pense que dans l'esprit de certains responsables européens, il est quand même intéressant de montrer qu'on ne part pas comme ça, on ne quitte pas l'Union européenne comme ça, sans que ce
soit facile. Ça pourrait donner des idées à d'autres pays, à d'autres formations populistes également. Donc il y a un exemple à donner. Du côté des Britanniques, et Boris Johnson l'avait dit vendredi, il disait voilà, on peut peut-être encore un peu attendre avant d'enclencher l'article 50. On sent que Cameron veut attendre 3 mois pour le prochain congrès conservateur et que son successeur prenne les choses en main. Voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, du côté britannique, on veut laisser traîner les choses. Ariane ? La façon dont va se passer ce divorce est extrêmement importante parce que c'est ce que vous disiez, il y a une désinhibition maintenant. Et c'est une faille où beaucoup de populistes peuvent s'engouffrer. Si ce divorce se passe de façon assez rigoureuse, assez radicale, ça va peut-être en refroidir plusieurs. Regardez la réaction de Marine Le Pen, de Geert Wilders aux Pays-Bas. On parle déjà de Nexit, de Frexit, de je ne sais quoi. Frexit pour la France. Pour la France, donc, Nexit pour les Pays-Bas. Voilà, on est pour l'instant aussi dans Mais quel pays aujourd'hui en Europe serait dans la situation et dans la capacité et dans l'envie de sortir de l'Union européenne ? Mais les Pays-Bas, notamment avec le mouvement, le Danemark. Les pays d'Europe centrale sont plutôt refroidis parce que Tchèque aussi. Même si eux reçoivent de l'argent de l'Union. Qui reçoivent beaucoup d'argent, Jean. Oui, alors en réalité, ceux qui veulent sortir de l'Union européenne dans les pays d'Europe de l'Ouest ne sont pas au pouvoir. Ils sont dans l'opposition pour l'instant. Espérons qu'ils restent dans l'opposition durablement. En plus, il faut que les constitutions autorisent ce genre de référendum. Ce n'est pas le cas aux Pays-Bas. Avant de faire une telle consultation, il faut modifier la constitution néerlandaise. Alors à l'Est, effectivement, là vous avez des partis populistes qui sont et autoritaires, à tendance autoritaire, qui sont à la tête de plusieurs pays. Est-ce qu'ils ont intérêt à sortir ? Là c'est pareil, on voit bien dans les sondages que ça n'est pas le cas, que les gens ne sont pas prêts à voter largement pour la sortie. Pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent chaque année 4% de leur produit intérieur brut en aide communautaire. Et là ça touche directement au portefeuille. Alors, je ne dis pas que ça peut l'emporter, puisqu'en Angleterre, on a vu que c'était les régions qui recevaient le plus d'argent européen qui ont le plus voté contre l'Union européenne. Mais néanmoins, il faut que le gouvernement déclenche une telle procédure référendaire et ils ne sont pas totalement stupides. On peut être autoritariste et pas stupide. Moi, je ne crois pas du tout à un risque d'effet domino. En revanche, et là je crois que vous avez tout à fait raison de souligner que la procédure de sortie, la façon dont la sortie va se passer, va servir d'exemple. Moi, je vois une excitation actuellement sur les réseaux sociaux et du côté de ce que j'appelle la fachosphère et la gauchosphère, où il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'on négocie d'abord la rupture et seulement ensuite les futures relations. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, pendant quelques années, se retrouve totalement en dehors de l'Union européenne. Et donc on va voir physiquement ce qui se passe, concrètement ce qui se passe quand un pays s'en va. Et c'est pour ça que plusieurs pays européens, notamment la France, mais aussi l'Allemagne, veulent précipiter la sortie de la Grande-Bretagne pour que tout le monde voit, avant les élections peut-être de l'année prochaine, que les Britanniques ont plus à perdre, ont énormément perdu dans cette affaire. Richard. L'Union européenne s'est construite sur le droit. Il y a des règles qui sont claires, qui sont énoncées par les traités européens, que les gouvernements allemands et français sont en train d'expliquer et qu'ils vont sans doute, François Hollande, Angela Merkel, Matteo Renzi, approuver à nouveau demain à Berlin. Donc c'est très important de s'en tenir aux règles. Et effectivement, même si la Grande-Bretagne décide de jouer la montre, l'Union européenne ne doit pas jouer la montre. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'être spécifiquement dur et de vouloir de faire de cette scission une scission punitive. Je pense que ce serait dangereux. Mais en revanche, les règles, toutes les règles, tout de suite. Non, il faut que ça soit fait selon les règles du jeu. On ne va pas mettre des sanctions sur la Grande-Bretagne, ça ne rime strictement à rien. Selon l'article 50, un pays a le droit de sortir de l'Union européenne. La Grande-Bretagne a choisi de sortir, il faut qu'il sorte, mais selon les règles, on ne va pas imposer des sanctions. J'aimerais bien revenir sur cette histoire du général de Gaulle et le fait que peut-être il n'aurait jamais fallu admettre la Grande-Bretagne. Moi, je me rappelle très bien de 1973, quand la Grande-Bretagne a rejoint l'Union européenne et de l'euphorie en Grande-Bretagne par l'idée qu'on allait rejoindre un groupe européen. Et le référendum en 1975, quand la Grande-Bretagne a voté en faveur du maintien à l'époque dans la communauté économique européenne. Mais la chose a complètement basculé depuis, parce qu'en 1975, on a voté en faveur du maintien
pour le commerce, pour les affaires, pour le business, parce qu'on pensait qu'ensemble, ça serait mieux pour nous et on sera plus fort. Cette fois-ci, on a voté contre uniquement parce qu'on pense qu'on est plus fort tout seul. On peut faire du commerce plus facilement avec le reste du monde, mais sans les liens et les traités européens qui nous empêchent de travailler ailleurs. Et donc, c'est ça que je pense les leaders européens doivent commencer à se poser la question. Pourquoi les Britanniques sont sortis? Je ne pense pas que c'est parce qu'on a des mauvais clients. C'est parce que les Britanniques n'ont pas accepté toutes les règles qui ont été imposées par Bruxelles. Et Bruxelles est perçu par beaucoup de Britanniques comme un ensemble de personnes qui ne sont pas élues démocratiquement et qui imposent leurs règles sur la Grande-Bretagne qui veut être indépendante et qui veut décider pour elle-même. Jean, lève le doigt depuis Bruxelles, on vous passe la parole. Je lève le doigt parce que vous ne m'avez pas bien compris quand on parle de punitif. Il ne s'agit pas des punitifs. Il s'agit juste de ne pas être gentil. Ça voudrait dire quoi être gentil? C'est-à-dire de négocier la sortie tout en négociant le futur statut, en leur garantissant qu'au fond, ils vont avoir accès au marché unique comme précédemment. Et ça, il ne faut surtout pas, parce qu'il faut dans un premier temps, la Grande-Bretagne se retrouve dans le vide et qu'ensuite on négocie. Et vous savez, quand j'entends effectivement à propos des normes, toutes les critiques qui ont été faites sur les normes bruxelloises, mais les Britanniques, les normes européennes, ils vont les manger pour l'éternité. Parce que s'ils croient qu'ils vont pouvoir exporter leurs biens et leurs services sans respecter les normes européennes, demandez à Richard Verly, demandez aux Suisses les 120 accords bilatéraux qu'ils ont dû avaler. Vous nous tendez une perche puisqu'on va s'intéresser, puisque maintenant il faut définir un cadre de négociation, trouver une solution concrètement. Est-ce que la Suisse peut servir d'exemple? La Suisse qui fait partie de l'Association européenne de libre-échange, l'AELE, mais à la différence de la Norvège, elle a donc négocié, comme nous le disait Jean, des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Elle contribue au budget européen et obéit aussi à la libre circulation des biens et des personnes. Le cas suisse peut-il servir d'exemple? Brexit The Movie est un reportage britannique eurosceptique largement diffusé sur Internet. Il fait l'apologie d'une Suisse indépendante et prospère en dehors de l'Union européenne, interrogeant des personnalités comme Roger Köppel. Si la Suisse a autant de succès économiquement, c'est parce qu'elle n'est pas membre de l'Union européenne. Les articles sur le modèle suisse se multiplient dans la presse. Ce journaliste du quotidien conservateur The Daily Telegraph a enquêté et pour lui, il y a une vraie similitude entre les deux pays. La Suisse est en dehors de l'Union européenne. Le Royaume-Uni en fait partie, mais dans les deux cas, la population se plaint d'une immigration jugée excessive. Et le problème porte sur la libre circulation des personnes imposées aux deux pays par l'Union européenne. Pas si simple de rester indépendant en Europe. La question est souvent posée à l'ancien banquier central Philippe Hildebrandt. Il y a beaucoup de gens qui croient que le modèle suisse pourrait résoudre les problèmes autour de l'immigration et autour de la place financière. Et nous, on sait très bien que ce n'est pas le cas. En fait, on a les mêmes problèmes et qui ne sont pas résolus avec notre statut actuel par rapport à l'Union européenne. Les Suisses le savent, la vie en dehors de l'Union européenne n'est parsemée d'embûches. Mais beaucoup de Britanniques semblent aujourd'hui prêts à prendre ce risque. Philippe, écoutez bien, Richard va nous expliquer, est-ce que la Suisse est un bon exemple aujourd'hui pour définir les relations à venir entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Non. Pour définir ce que pourraient devenir les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, certainement pas. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Suisse n'a jamais été membre de l'Union européenne. Donc il n'y a pas ces 30-40 années de partenariat mutuel. La Suisse a voté en 1992, non pas contre l'entrée dans l'Union européenne, mais contre l'entrée dans l'espace économique européen, c'est-à-dire la périphérie de l'Union européenne à laquelle appartient la Norvège. Donc l'exemple historique n'est pas du tout valide. Deuxièmement, la Suisse est membre de Schengen et la Suisse a voté par référendum pour être dans Schengen. Donc elle fait partie de cette entité, je dirais, géographique européenne et elle en fait pleinement partie, même s'il y a eu ce vote de 2014 sur la libre circulation et sur la volonté des Suisses de restreindre la libre circulation. Et enfin, dernière chose, la Suisse a bâti son modèle, si l'on peut appeler ça un modèle, à mon avis ce n'en est pas un. Elle a bâti son exception sur au fond un donnant-donnant. C'est-à-dire on est prêt à payer payer financièrement, c'est-à-dire à contribuer financièrement pour un certain nombre d'accès au marché intérieur. On en voudrait plus. On sait que pour l'instant on ne peut pas les avoir, mais on peut vivre sans parce qu'on a une économie prospère et ouverte. Et la réalité montre qu'on peut vivre
très bien en dehors de l'Union européenne, il faut aussi le dire. Le Royaume-Uni, c'est complètement différent, parce que le Royaume-Uni était une économie totalement intégrée à l'Union européenne, et il va falloir la sortir. Donc, moi, je dirais que ça ne peut pas être un modèle, et d'après ce qu'on nous dit depuis 2 jours dans les différents gouvernements, Bruxelles, comme Paris ou Berlin, regardent plutôt du côté du modèle norvégien, c'est-à-dire un pays qui fait partie de l'espace économique et qui a surtout énorme différence. Une cour de justice. Il y a une cour de justice qui statue lorsqu'il y a un différend entre l'Union européenne et la Norvège. Et donc, à terme, il y aurait une cour de justice qui pourrait statuer s'il y a un différend entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et Dieu sait s'il y en aura. Le problème de la Suisse et de l'Union européenne, et c'est ce qui rend Bruxelles folle furieuse vis-à-vis de la Suisse, il faut le reconnaître, c'est qu'il n'y a pas de cour de justice. Et qu'aujourd'hui, tout se fait par des comités mixtes infernaux. Et d'ailleurs, l'Union européenne veut mettre fin à cette situation suisse. On n'en est pas encore là parce qu'il y a eu le Brexit, mais l'Union européenne ne veut plus de cette exception suisse. La Norvège, un exemple, Nicolas ? Ça peut être un exemple, mais voilà, il faudra y arriver aussi. Et comme le disait, voilà, on le disait à l'instant, il va falloir mettre en place les balises pour pouvoir passer de ce cas actuel au cas norvégien. On avait aussi parlé à un moment d'exemple canadien, et ça avait été évoqué par certains tenants du Brexit au Royaume-Uni. Mais là aussi, les négociations entre le Canada et l'Union européenne ont duré 10 ans. Elles ne sont pas encore terminées. Donc oui, cas norvégien, cas canadien, mais il faut y arriver. Vous êtes une spécialiste de la Turquie, Ariane, pays qui a fait sa demande. Et qui a été aussi refusée par De Gaulle. Voilà. C'est-à-dire il y a eu un coup d'État. Comment En 1959, il y a eu un début de négociation, et le coup d'État militaire, De Gaulle a dit non, il n'est pas possible. Comment c'est perçu en Turquie ce qui se passe et comment ça peut influencer le cas turc ? Alors, l'histoire de la Turquie est quand même très, très particulière, puisqu'elle n'est évidemment pas candidate. Depuis longtemps, elle frappe à la porte. En 2004, on a dit oui, elle peut être un candidat, on va commencer les négociations. Mais pourquoi vous savez, actuellement, la grande phrase de Erdogan, c'est de dire on ne veut pas de nous parce qu'on est musulmans. Or, c'est exactement le contraire ce qui s'est passé. En 2004, si on a ouvert les négociations, c'est en particulier parce que c'était un pays musulman. Et ça, c'est une chose qu'on ne dit pas, parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'il y avait eu le 11 septembre 2001, il y avait l'invasion de l'Irak en 2003, et on avait besoin d'un pays démocrate musulman. Donc ça a été un élément extrêmement important dans l'ouverture de ces négociations. D'ailleurs, on a un petit peu fermé les yeux sur les critères de Copenhague. Aujourd'hui, les critères de Copenhague n'existent plus en Turquie. Enfin, c'est fini. Qui peut penser encore d'intégrer la Turquie dans l'Union européenne ? L'état de droit n'existe plus. Donc, on a un peu l'impression actuellement que c'est le premier qui va partir. Aucun des deux, ni l'Union européenne, ni la Turquie, ne va être le premier à dire c'est fini. Alors, Erdogan vient de dire moi aussi, je vais faire un référendum sur la question est-ce que oui ou non on veut continuer les négociations. Je ne sais pas s'il va le faire. C'était encore une position un peu de matador. Mais je pense que la candidature de la Turquie, l'adhésion ne se pose plus du tout dans les termes. Les référendums sont potentiellement très à la mode en ce moment. En revanche, la Grande-Bretagne a beaucoup soutenu la Turquie au début, justement parce qu'elle voulait un grand ensemble qui soit moins intégré. Ce n'était pas une Europe politique qu'elle voulait. Et mettre la Turquie l'intéressait plutôt. Après, Cameron l'a beaucoup joué à cause de l'immigration. Il a un peu viré il a été assez critique sur la Turquie. On va retourner au Royaume-Uni. Un divorce, c'est aussi le moment de faire un bilan. Dans un couple, les fautes sont souvent partagées. Est-ce que l'Europe est en capacité aujourd'hui de tirer une leçon de ce Brexit ? Nicolas ? Ce serait intéressant qu'on puisse au moins prendre une leçon de quelle Europe on propose. Et c'est un petit peu le problème de la campagne au Royaume-Uni, on l'a souligné, de ne pas proposer un storytelling intéressant. Quelle Europe ? Plus d'Europe, peut-être une Europe plus sociale, on n'y est jamais arrivé. On pointe toujours du doigt cette Europe qui est uniquement économique. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à proposer ? L'Europe actuellement aussi vit de crise en crise. Depuis quelques années, on a eu la crise économique, on a la crise grecque, on a la crise des réfugiés, le problème de terrorisme, on a eu la crise avec l'Ukraine. Donc cette Europe-là a du mal aujourd'hui à proposer un projet. Et le problème aussi vient des différents chefs d'État et de gouvernement, des 27 ou des 28, je ne sais plus combien maintenant on est, mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont à proposer ? Et c'est toujours de là que ça part. Et aujourd'hui, que peut proposer par exemple la France ? Que peut proposer l'Allemagne ? On sait que l'année prochaine, on est dans des échéances électorales. Est-ce que le président français va proposer une réflexion sur l'Europe en pleine campagne électorale ? Ça, c'est aussi la question à poser. On va regarder la une de l'hebdomadaire allemand de référence Der Spiegel qui pose cette question. L'Europe est morte. Premier, ça c'est plutôt un constat.
Vive l'Europe, ça c'est la question. Certaines voix laissent entendre que sans le Royaume-Uni prompt à faire blocage, l'Union européenne ne s'en portera que mieux. Jean, vous qui arpentez les couloirs des institutions européennes, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez? Est-ce que c'est une idée qui fait son chemin à Bruxelles, qui peut-être est encore tue, qui n'a pas été dite à haute voix, mais est-ce que c'est une idée qui circule? Une idée, excusez-moi, j'ai pas entendu. Une idée qui circule dans les couloirs, dans les couloirs des institutions européennes, que finalement, sans le Royaume-Uni, l'Europe se portera mieux. Non, ça véritablement, c'est pas l'ambiance ici. Moi, je fais de la provocation en disant qu'au fond, les Britanniques sont les grands responsables de la perte de sens du projet européen, mais je crois que c'est beaucoup plus général que cela. C'est-à-dire que tous les États aujourd'hui se désintéressent du projet européen. Ils sont en train de dilapider l'héritage des pères fondateurs. Ce qu'on peut imputer à la Grande-Bretagne, très clairement, c'est le fait que l'Union européenne est devenue la zone au monde la plus ouverte à l'extérieur. Nous sommes bien plus ouverts que les Chinois, n'en parlons même pas, bien plus ouverts que les Américains, n'en parlons même pas. Et donc le résultat, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du numérique, qui est absolument fondamental, nous n'avons pas été capables de construire des champions nationaux européens, en tous les cas. Et ça, c'est dû largement à l'influence de la Grande-Bretagne. Mais l'influence donc délétère de la Grande-Bretagne. Mais on peut reprocher aux Français, eux, d'avoir refusé depuis 30 ans toute démocratisation de l'Union européenne, ce qui fait que la plupart des peuples se méfient de ce machin où les chefs d'État et de gouvernement décident dans le secret à Bruxelles et imputent les décisions, je dirais, les décisions peu douloureuses à la Commission européenne. Donc là, il faut en sortir. Donc je veux dire que la Grande-Bretagne, c'est pas elle qui a bloqué. C'est un élément bloquant, mais elle n'est pas le seul. Donc je crois que là, c'est le moment où jamais, si on veut sauver le projet européen, que chacun fasse son examen de conscience au lieu de dire « Ah ben bon débarras, maintenant tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Ça ne sera pas le cas. Si les Français, par exemple, ou même les Allemands, si donneurs de leçons ne changent pas, on va droit dans le mur. On vous remercie, Jean Quatremer. On va vous laisser retrouver votre plume au travail. On vous lira avec plaisir demain dans Libération. Merci pour votre analyse. On va continuer à en discuter. Vous évoquiez... Merci. Vous l'évoquiez tout à l'heure en début d'émission, cette idée d'une Europe des cercles concentriques. Le noyau des 6 fondateurs et autour, un second cercle qui serait vraiment une vraie intégration au niveau des 6, intégration politique et autour des cercles. Alors il y a des gens qui n'y croient pas du tout, mais je sais que ça c'était un petit peu dans les tuyaux. Est-ce que vous y croyez, Philippe, vous qui êtes concerné au premier titre aujourd'hui? Moi je pense que pour la Grande-Bretagne, il faut trouver une nouvelle vie, il faut trouver une nouvelle relation. Moi, je pense qu'il faut voir la situation actuelle, pas seulement en Europe, mais un peu partout dans le monde, avec cette montée du populisme, ce rejet des politiques que nous avons connus jusqu'à maintenant et qui sont vus par beaucoup de gens comme incapables de faire leur boulot. Et beaucoup de gens se sont laissés pour compte. Et la personne qui incarne ça le mieux, c'est Donald Trump aux États-Unis, qui est là pour les petits gens, les gens qui pensent que les politiques sont tous incapables, qui sont des pourris, qui les ont oubliés. Marine Le Pen en France, exactement à ces gens-là qu'elle parle. Et ils ont un écho parce que le monde a tellement vite changé avec les réseaux sociaux. Par exemple, si je veux changer de banque, je peux le faire tout de suite dans la matinée. Pour l'assurance, c'est pareil. Mais les politiques, il faut les lire, c'est très long, les lois sont très longues à passer, et les gens, ils sont impatients. Parce qu'ils disent, tout ça, c'est du vieux jeu, on veut du nouveau. Donc il faut que l'Europe se réinvente. Et le Brexit, c'est l'exemple suprême de cette impatience, ce populisme envers les politiques. Que ce soit en Grande-Bretagne ou en Europe, cette impatience en disant, mais ils ne nous ont rien fait pour nous, et maintenant, on n'en veut plus. Ouais. Et alors, malheureusement, je crains que ça peut arriver dans d'autres pays en Europe. Je vous propose d'écouter ces quelques sonores. Une analyse ressort du Brexit. Je rebondis sur ce que vous disiez. Une analyse pas franchement pour les mêmes raisons. C'est que l'Europe doit mieux écouter ses plus de 500 millions de citoyens. Bruxelles doit entendre la voix du peuple. C'est la plus grande leçon de ce référendum. Il y a des signaux qui montrent qu'on est en train de perdre le contact, le lien avec les citoyens. Et dans une démocratie, ce n'est pas possible. Donc je dis retour à une Europe des citoyens. L'Europe, et c'est ma conviction, doit porter des projets et non pas se perdre en procédures.
Elle doit être comprise et contrôlée par les citoyens. Elle doit décider vite, là où on l'attend, et laisser une fois pour toutes aux États-nations ce qui relève de leurs seules compétences. Est-ce que ce Brexit est aujourd'hui une leçon de démocratie en Europe ? Peut-être un coup de gueule contre une arrogance, ce qui pourrait être perçu comme une arrogance des institutions européennes ? Moi, je pense qu'il y a de manière générale une crise de leadership des responsables politiques et que de plus en plus d'électeurs sont tentés par les chimères du populisme. Mais on se rend compte que c'est un problème à court terme parce que oui, très bien, on a des dirigeants et responsables politiques qui manquent de courage, notamment pour proposer une Europe qui se dirige vers le futur. À côté de ça, peut-être que ce Brexit pourrait aussi servir de leçon et de bien se rendre compte que on a voté pour un Brexit, ça pose plus de problèmes qu'autre chose et que les électeurs pourraient peut-être réfléchir dans d'autres pays avant de voter pour Marine Le Pen ou pour Geert Wilders ou pour d'autres formations populistes. Ce qui est sûr, c'est qu'on perd un grand pays démocratique. Et ça, c'est une perte énorme. C'est quand même le pays de l'habeas corpus, c'est quand même un pays qui, sur le plan des droits de l'homme, etc., a un vrai travail. Et ça, c'est énorme. Il ne faut pas toujours parler que d'économie. Ça, c'est une part. Et qui se réjouit aujourd'hui de ce qui se passe ? C'est Poutine. Vous savez que Poutine a très mal supporté... Et Donald Trump aussi. Donald Trump, ouais. Donald Trump aussi. Enfin, Poutine a très mal supporté l'inclusion des 7 républiques ex-soviétiques et toute notre position vis-à-vis de l'Ukraine. Enfin, pour lui, c'est le début du démembrement de l'Union européenne. Et donc, c'est pas un démocrate. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour conclure. Un référendum, c'est toujours une leçon démocratique. Et celui-ci, il a été conduit dans des conditions absolument démocratiques, donc c'est une leçon démocratique dont il faut tenir compte. Mais en même temps, la grande erreur serait de dire le peuple est contre l'Europe. La réalité, c'est que le pays est divisé. La Grande-Bretagne est divisée. Il y a 52% d'électeurs, dont semble-t-il un certain nombre regrettent leur acte d'ailleurs, qui ont voté pour sortir la Grande-Bretagne de l'Union, mais il y en a 48% qui voulaient le maintien. Alors comment on fait pour gérer ? Et on peut imaginer que ce score... il serait sans doute vrai dans d'autres pays que la Grande-Bretagne. Comment on fait pour gérer aujourd'hui des pays et des sociétés qui sont tellement divisés sur un projet aussi essentiel ? C'est ça le sujet en réalité. C'est faire en sorte qu'on passe, j'allais dire, de 52-48 à 60-40, enfin à des vraies proportions où on pourrait dire il y a une majorité de gens qui veulent le projet européen. Tant qu'on reste autour des 50%, on va dans le mur parce que ce sont des sociétés divisées et on ne peut pas faire entendre véritablement le message d'un projet à une société aussi divisée. Très rapidement, d'une phrase, et l'un et l'autre, votre conclusion pour... Peut-être, on va vous laisser le tout dernier mot de la fin à vous en tant que Britannique. Moi, je pense que c'est une Nicolas. leçon d'une part pour les responsables politiques, une leçon aussi peut-être par rapport au projet européen qu'on doit proposer, mais aussi se tourner vers cette menace populiste. On parlait de Trump. Trump est très heureux de ce qui se passe, d'une part parce que ça va ralentir aussi la croissance économique aux États-Unis, que Obama, qui capitalise avec Hillary Clinton sur les victoires économiques, eh bien, ça veut peut-être aussi ralentir la croissance. Trump va en profiter. Et c'est aussi peut-être une manière de réfléchir quand on est électeur, qu'on est en train de voter, de se dire attention, arrêtons les solutions faciles et votons intelligemment. Philippe, d'un mot vraiment. On survivra comme pays. On ne va pas déménager la Grande-Bretagne pour le mettre à côté des États-Unis. La Grande-Bretagne fera toujours partie de l'Europe. Ça se fait depuis longtemps, dirait certains. Voilà, mais je crains que ce référendum va nous isoler, va nous pousser à nous renfermer plus sur nous-mêmes. Et on va être coupé d'une aventure européenne. Et je pense, sur le long terme, on sera perdant. Et ça, c'est regrettable. On va terminer, comme toutes les semaines, avec Dilemme. Dilemme à qui cette actualité, vous vous en doutez, n'a pas échappé. Regardez ce premier dessin. Les Britanniques, nous dit Dilemme, sont des hooligans qui ont fait voler en éclats l'Union européenne. Les citoyens ont jeté une urne contre cette vitrine et contre ce drapeau européen qui, à terme, ne comptera plus que 27 étoiles. J'ai fait du roast beef, propose la chancelière allemande au président français venu lui rendre visite. La valse diplomatique au sein de l'Union européenne a commencé. On en saura sans doute un peu plus sur les modalités du désengagement du Royaume-Uni dans la semaine. Sommet européen consacré au Brexit mardi et mercredi à Bruxelles. Avec le mercredi, une première réunion à 27 seulement. Quels équilibres vont maintenant se mettre en place ? Et enfin, à surveiller ce dimanche, les Espagnols à nouveau aux urnes, 6 mois après des législatives qui n'ont pas abouti à un gouvernement. Nous sommes pour la
conduite à gauche, déclame Pablo Iglesias, le chef de file de Podemos. Podemos va-t-il s'inspirer des Anglais ? Demande Dilemme. Merci Dilemme et merci à vous quatre d'être venus commenter cette actualité en plateau aujourd'hui. C'est la fin de ce numéro de Kiosque, le dernier de cette 21e saison. J'ai eu le plaisir et le privilège de conduire, le privilège de vous accompagner dimanche après dimanche pour essayer de mieux comprendre dans le monde dans lequel nous vivons, répondre à des questions qu'on se pose tous. Alors un grand merci à vous qui nous suivez fidèlement dimanche après dimanche des quatre coins de la planète. On se retrouve le 4 septembre prochain. Au nom de toute l'équipe des Kiosques, je vous souhaite de passer un très bel été, que ce soit dans l'hémisphère sud ou dans l'hémisphère nord. À très bientôt.